Création Gamma est une jeune entreprise de vêtements haut de gamme axée sur l'utilisation et la préservation de fourrures. Sa fondatrice a fait l'acquisition de différentes entreprises déjà existantes dans le domaine de la fourrure pour y ajouter ses produits et ses services. Voici l'entrepreneur Gabrielle Mayotte-Côté. Ce qui m'intéresse dans la fourrure, c'est que c'est une matière qui est naturelle, biodégradable et qui est très durable. Ça peut durer jusqu'à 70 ans. C'est ça que les gens ignorent beaucoup. Donc moi, j'ai trouvé qu'il y avait un aspect qui était très écologique à utiliser de la fourrure qui est recyclée. Puis aussi le fait que c'est une industrie où l'expertise se perd. Donc moi, je voulais redorer cette expertise-là, en fait. L'expertise se perd dans le domaine de la fourrure parce que les gens qui connaissent les techniques vieillissent puis n'ont pas de relève. Donc, c'est de plus en plus rare. Il y a un programme au Collège Marie-Victorin spécialisé dans la fourrure. Les dernières années, il y avait une cohorte par session, puis cette année, il y a 2 cohortes. Donc, on sent un regain quand même d'intérêt de la part des jeunes pour la fourrure. Donc, on espère que ça va nous aider à garder cette industrie-là vivante. Je m'appelle Gabrielle Mayotte-Côté. Je suis la fondatrice de Création Gamma. Dans le fond, je suis une repreneur. J'ai racheté 4 entreprises en 3 ans. On est spécialisé dans le cuir et la fourrure. Principalement des créations de fourrure recyclées. Donc, les gens arrivent avec des manteaux, par exemple, qui ont hérité de leur mère, de leur grand-mère, puis nous autres, on les transforme pour leur donner une deuxième vie. C'est les 2 premières lettres de mon prénom puis les 2 premières lettres de mon nom de famille. Je trouvais ça court, 2 syllabes, facile à retenir. Je voulais pas non plus que ce soit Gabrielle Mayotte-Côté fourrure comme plusieurs personnes dans mon industrie ont fait parce que je me suis dit, moi, je veux travailler les matières nobles et naturelles comme le cuir, la fourrure, mais je travaille aussi le cachemire, des lainages. Je veux vraiment être reconnue comme designer qui œuvre dans les matières nobles plutôt que juste la fourrure. Mais moi, j'ai toujours été attirée par la mode depuis mon secondaire. Mais la fourrure en tant que telle, je l'ai découvert quand j'ai acheté ma première entreprise, en fond. Moi, j'ai fondé Création Gamma en 2021, mais à la place de partir de zéro puis créer Création Gamma, j'ai décidé d'acheter des entreprises qui existaient pour ne pas partir justement de zéro, partir avec une base de clientèle, partir avec des employés, des équipements, puis une notoriété, puis des fournisseurs. Donc, je m'étais fait suggérer de faire ça, puis ça m'a permis en fait de quitter mon travail puis d'aller à temps plein dans l'entrepreneuriat. Les services qu'on offre, c'est transformation de manteaux, réparation, entretien, nettoyage et entreposage, mais on fait aussi du sur-mesure, que ce soit cuir, fourrure ou cachemire, comme j'ai dit plus tôt. On fait l'entreposage de la fourrure pour conserver les peaux le plus longtemps possible, pour les empêcher de sécher. Il faut les mettre dans des conditions idéales avec un taux d'humidité puis une température contrôlée. Ça fait des années que ça existe, l'entreposage de fourrure. D'ailleurs, une des entreprises que j'ai achetées, qui est Fourrure Jodoin et Filles à La Prairie, offrait ce service-là depuis 73 ans. C'est vraiment des portes comme de banque. Donc ici, d'habitude, il y a des manteaux partout pendant l'été. Puis ici, ça, c'est nos clients qui laissent leur manteau en voûte à l'année. Ça doit être à un taux d'humidité d'à peu près 40 %, donc pas trop humide. L'humidité puis la chaleur, c'est ça qui est néfaste pour la fourrure. Ça fait sécher les peaux. C'est comme contradictoire, mais c'est ça. Dans un sous-sol pas climatisé, ben là, c'est la pire affaire à faire. Le taux d'humidité est contrôlé pour qu'il soit bas. D'habitude, pendant l'été, il y a plein de manteaux. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est quand tu vois comme tous les manteaux. Mais là, on s'en va chercher les manteaux le mois prochain. C'est ça, on a une voûte ici puis une autre là. Puis c'est ça, on n'a même pas assez de place ici pour tous nos manteaux.
En fait, j'ai commencé avec un atelier à Montréal où j'avais une couturière, on faisait des commandes sur mesure, on avait juste quelques commandes par année. On faisait un peu d'entreposage aussi. Puis, quand Fourrure Jourdouin et Filles ont annoncé qu'elle allait fermer, ça m'a permis d'avoir un pignon sur rue, parce que moi, j'ai décidé de les acheter, donc ça m'a permis d'avoir un pignon sur rue, de grossir ma clientèle d'entreposage. Ce qui est intéressant avec l'entreposage, c'est que c'est une clientèle qui est récurrente, qui revient à chaque année, qui a besoin de nos services comme réparation, nettoyage. La fourrure, ça dure tellement longtemps qu'à un moment donné, ça s'use un petit peu, puis c'est normal. Donc, il faut les nettoyer, il faut faire des petites réparations, des usures. Donc, on a grossi cette clientèle-là. On est parti vraiment de plus une entreprise plus manufacturière, un atelier. Puis là, on est arrivé avec une boutique. Puis aujourd'hui, on a acheté notre dernière entreprise, qui est une boutique dans le Vieux-Port de Montréal, où on vend plus des produits finis que de la transformation d'un manteau. Donc, c'est vraiment... On est parti, je dirais, l'évolution. On est parti d'un atelier de sur-mesure manufacturier jusqu'à une boutique de produits finis dans le Vieux-Port de Montréal, où on vend des accessoires autant à des Québécois qu'à des touristes. Moi, j'ai commencé mon parcours en mode en faisant un DEP en couture, en confection sur mesure. Donc, j'ai vraiment appris à coudre, j'ai appris à faire des patrons. Puis, j'ai travaillé dans l'industrie. J'ai fait d'ailleurs des robes de mariée sur mesure. Puis, je suis retournée à l'université un peu plus tard en gestion et design de mode, où j'ai appris le design, mais aussi la gestion, puis la gestion industrielle, donc tout ce qui est gestion de production. Je suis allée chercher vraiment tous les outils que j'avais besoin, que je considérais que j'avais besoin pour me partir en affaires. Donc, c'est bien, il faut connaître la technique, il faut connaître la couture, mais il faut avoir aussi des capacités en gestion. On parle de gestion de production, par exemple, on a une commande, puis après ça, c'est toutes les étapes pour arriver à un produit fini. Par exemple, on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de matières premières, puis on a besoin de temps pour les fabriquer. Donc, c'est toutes ces étapes-là pour partir de « on a juste une commande, on n'a pas de produit » à un produit fini. Je fais encore de la création aujourd'hui à l'atelier avec ma couturière en chef. C'est moi, j'apporte les thématiques, puis on travaille en équipe pour créer nos nouvelles collections, nos nouveaux modèles. Ici, on n'a pas tant d'inventaire parce que les gens arrivent avec leur manteau qui ont hérité de leur mère, de leur grand-mère, ou qui ont juste chez eux puis qui portent pas, puis ils les font transformer. Donc nous autres, ce qu'on fait, c'est on a nos manteaux sur les racks, puis on leur donne des idées de qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour transformer leur manteau. Pour qu'ils le fassent eux-mêmes. Ben, en fait, nous, on leur donne des idées. Par exemple, la personne va arriver avec un manteau comme ça, puis nous autres, on va lui donner des idées pour le raccourcir, puis on pourrait faire un manteau, par exemple. C'est comme ça. Fait qu'on prend l'ancien manteau, puis on lui redonne une deuxième vie pour faire quelque chose de plus jeune, plus facile à porter dans la vie de tous les jours. Parce que, tu sais, le long manteau, à un moment donné, des fois, ça fait un peu chic, les gens n'osent pas trop les porter, mais si on porte un manteau comme ça, ça fait plus facile à porter. Puis vous faites quoi avec le reste du manteau? On redonne toujours les retailles aux clients. OK. Puis Parce que ça peut servir à quoi? Ça peut servir à faire d'autres accessoires. On peut faire des sacs, on peut faire des coussins. Moi, dans le fond, mon but dans la vie, c'est de créer de la beauté. J'aime voyager, j'aime voir des belles choses, j'aime voir des belles maisons, des beaux vêtements. Donc, pour moi, créer un vêtement, c'est de créer de la beauté. Puis moi, ce que j'aime beaucoup, je suis une personne, je dirais, féminine, donc de faire ressortir ça dans mes créations. C'est très intéressant. La beauté, c'est vraiment subjectif. Pour moi, quelque chose de beau va peut-être pas l'être pour quelqu'un d'autre. Donc, j'ai pas de définition, mais je dirais que c'est quelque chose qui est harmonieux pour l'œil, mais aussi qui va se distinguer avec une petite touche d'originalité dans le vêtement, entre autres. Un vêtement symétrique, pas toujours. C'est vraiment l'harmonie puis les proportions qui vont être importantes. Une manche 3/4, est-ce que si tu la mets là, la proportion ne marche pas, ça va avoir l'air comme si tu as une manche trop courte? La construction du vêtement, après, quand on le met sur un corps humain,
qu'est-ce que ça donne en proportion. Mais un vêtement n'est pas obligé d'être symétrique, mais j'aime quand même ça, la symétrie. À l'université, c'est majoritairement des femmes qui étudient la mode. Probablement parce que l'homme, pas pour tous, je veux pas généraliser, mais pour les hommes, c'est ça, le vêtement, il y a plutôt un côté pratique que pour la femme qui est plus une façon de s'exprimer, de se trouver belle quand elle porte un vêtement. Je pense, selon moi, que la fourrure, historiquement, c'est un bien de luxe. Donc, pour une femme, porter un beau manteau de fourrure, c'est un peu comme porter un diamant ou un beau bijou. Mais on le voit, tu sais, on le voit, on le reconnaît. À une certaine époque, avoir un manteau de fourrure, c'était synonyme de statut social aussi. Donc, tu sais, dans les années 80-90, un homme, plutôt que d'acheter un bijou à sa femme, quand il commençait à réussir dans la vie, il lui achetait un manteau de vison. Donc, c'est un symbole de réussite. Je te montrerai tantôt, c'est une fourrure qui est vraiment populaire parce que c'est pas trop volumineux. Tu sais, quand on parle du renard ou du chat sauvage, c'est quelque chose qui est volumineux. Tu sais, ça c'est du chat sauvage, fait que ça paraît plus, tandis qu'un vison, c'est moins volumineux. Je pense que c'est pour ça aussi que c'est plus avantageux sur la silhouette de plus de gens. Donc ça, c'est le vison. Celui-là, il y a des dessins dessus, mais c'est vraiment l'effet du vison. Puis on peut le raser aussi. Donc on voit le bout qui n'est pas rasé, puis la partie de la manche en haut qui est rasée. Puis on peut faire des modèles qui sont réversibles. Donc on peut porter avec du tissu à l'extérieur, puis la fourrure qui est à l'intérieur. Donc c'est comme un 2 en 1. Puis lui aussi, c'est un vison rasé, en fait. C'est un vison, comme l'autre, mais il est gris. Les fourrures qu'on retrouve principalement sont le renard, le vison. Il y a plusieurs types de renards aussi. C'est quelque chose que j'ai appris, moi, en travaillant dans la fourrure. Des renards naturels, ils ont toutes sortes de couleurs. Puis c'est une fourrure qui est très, très douce. C'est d'ailleurs ma fourrure préférée. On retrouve aussi du chat sauvage, du lynx, entre autres. Il y a des fourrures qu'on n'a plus le droit d'utiliser, comme l'oslo, qui est une fourrure avec un effet de léopard. Donc, c'est un animal qui ressemble un peu à un chat. Sinon, quoi d'autre? Le mouton. Il y en a vraiment beaucoup, puis des fois, j'en découvre encore. Ici, c'est une pièce qu'on a fait en renard argenté avec du cachemire. D'où vient l'idée de mettre la fourrure comme juste au collet puis au poignet? C'est en regardant des images d'inspiration sur les réseaux sociaux. Puis après ça, c'est de voir, de matcher les couleurs. Quand j'ai eu cette peau-là, c'est de regarder qu'est-ce qui aurait pu être beau avec. Mais j'ai pas vraiment eu d'inspiration directe. Tiens, je vais te montrer. Ça, c'est un manteau vintage de Oslo. Tu sais, qu'est-ce que je te disais tantôt qu'on peut plus chasser parce qu'on n'a plus le droit de les tuer pour la fourrure. Mais ça, c'est vraiment rare. Donc, quand on trouve des vintage, on aime vraiment ça parce qu'il y en a de moins en moins. Puis ça, il existe déjà, donc c'est ça qui est... À ce moment-là, est-ce que vous modifiez quelque chose dessus? Ou... On peut le modifier. On pourrait aussi faire des accessoires avec, mais tu sais, je pense que ça serait un crime. Je voudrais le garder en manteau. La fourrure, c'est une matière qui est vraiment polyvalente. On peut vraiment faire plusieurs choses. Juste, par exemple, si on prend un vêtement droit avec une manche droite, puis on le fait dans toutes ces différents types de fourrures-là, ça va être un look complètement différent. Fait que qu'est-ce qui va donner le look? C'est vraiment le type de fourrure, puis la couleur, puis le volume qu'elle va avoir.
Ça, c'est le même manteau que le noir en renard argenté, mais en cuir avec du mauve. Donc, on voit que ça donne un look différent juste en changeant les couleurs puis la matière. Tu sais, je parlais de proportion tantôt. C'est une personne plus grande va être capable de porter des vêtements qu'une personne plus petite. Ça va falloir qu'elle le porte différemment pour que ça l'avantage, mais c'est vraiment de les essayer, je dirais. Puis moi, je dis tout le temps, le but, c'est d'être à l'aise puis que la personne, elle aime son manteau puis qu'elle se sente en confiance. Parce que, par exemple, si on parle d'un manteau de renard, c'est très volumineux. Fait qu'on s'entend que c'est pas un manteau qui va être amincissant. Tu portes pas du renard parce que tu veux avoir l'air mince. Tu portes un renard parce que tu veux... tu trouves ça beau puis tu veux que les gens le remarquent. Moi, je crois. Donc, est-ce que ça va avantager la silhouette d'avoir un manteau comme ça? Pas vraiment. C'est vraiment la confiance que ça donne puis de l'assumer. On offre aussi des produits pour hommes. Il y a des manteaux d'hommes, entre autres moutons retournés, des manteaux de chat sauvage, de castor, des chapeaux aussi, tu sais, des chapeaux d'aviateurs, ces choses-là. Donc, on offre une gamme de produits pour hommes également. Tu sais, il y a quand même des pays où, tu sais, par exemple, en Russie, on envoie des hommes avec des gros manteaux de fourrure parce que c'est le côté... Je pense que pour l'homme, la fourrure va avoir plutôt un côté pratique parce que c'est chaud. Puis pour la femme, ça va être plus un côté fashion parce que c'est voyant, puis elle peut se démarquer avec une pièce haut de gamme. Ça ici, c'est un des modèles qui a été vraiment populaire puis qui l'est encore parce que c'est vraiment indémodable. Puis on a pris un ancien manteau de fourrure qu'on a transformé en petite jaquette de cuir avec du vison. Puis on peut le faire dans d'autres couleurs. C'est vraiment des techniques qui sont traditionnelles. Il n'y a pas eu beaucoup d'évolution ou d'innovation dans ce domaine-là. Il y a le rasage, la teinture, mais à part de ça, c'est vraiment des... Quand moi je dis qu'on allie tradition et modernité, quand on fait un manteau de fourrure moderne, mais on utilise des méthodes qui sont traditionnelles. Donc, on n'a pas vu beaucoup d'évolution à ce niveau-là. Le rose, c'est ma couleur préférée. Fait que j'aime beaucoup ça, les choses en rose. On avait fait une collection à un moment donné à la Semaine de la mode, il y a 2 ans, je pense. C'était le film Barbie qui avait sorti. Fait que j'avais fait une collection inspirée de Barbie. Mais la modernité, ça change, ça suit les tendances. Donc, à un moment donné, on voyait plus des petits manteaux boléro courts qui sont plus modernes, puis colorés. Mais là, on retourne aux manteaux longs, bruns, vintage de la grand-mère. Donc, c'est vraiment... Ça évolue dans le temps, les tendances. Ça, c'est une veste de castor où on a mis de la broderie dessus. Donc, on a travaillé avec... Tamara Rubillard, qui est une experte en ornementation textile. Puis elle a rajouté... c'est vraiment une pièce unique. Il n'y en aura jamais 2 comme ça. C'est vraiment... Je trouvais ça intéressant de mélanger la broderie avec la fourrure. Chez Création Gamma, on essaie de se démarquer en utilisant les technologies au niveau de plus du marketing et tout ça, comparativement à d'autres personnes dans mon industrie qui vont être plus au niveau artisanal. Donc, nous autres, c'est vraiment... On essaie d'améliorer les processus. Mes études en gestion de production dans la mode m'aident à ce niveau-là, à juste essayer d'améliorer notre efficacité du mieux qu'on peut. Puis après ça, c'est vraiment d'utiliser les outils qu'on a actuellement pour faire connaître la marque. La vision pour Création Gamma dans le futur, ce serait qu'on soit reconnu comme une marque de vêtements de luxe qui offre dans les matières qui sont naturelles comme le cuir, la fourrure, mais aussi d'autres matières, puis faire aussi d'autres vêtements, puis pas uniquement des manteaux. Ce serait vraiment ça l'objectif à long terme, puis vendre un peu plus aussi à l'international. Donc, on vend aussi des accessoires d'hiver, des chapeaux en cuir et fourrure. Je dirais que présentement, notre pourcentage, on vend principalement au Québec, mais
Au printemps dernier, on est allé à Cannes faire un défilé de mode où c'était une compétition, puis on a remporté la 2e place parmi plusieurs designers internationaux. Pour celui-là, par exemple, c'est une des pièces qu'on a présentées à Cannes. Ce qui m'avait inspiré, c'était un vêtement qui avait des manches en plumes. Donc moi, j'ai voulu faire un effet de plumes, mais avec la fourrure. Donc cuir et fourrure, ça faisait partie de notre collection de Cannes. C'est une technique qui s'appelle le feathering, d'ailleurs. Ça fait que c'est moins volumineux, puis ça fait l'effet des plumes. Donc, on se fait remarquer, mais on n'a pas encore beaucoup de ventes à l'étranger. Mais avec la boutique aussi du Vieux-Port qui nous permet de nous faire remarquer par des touristes qui viennent des États-Unis puis partout dans le monde, bien, je pense que ça nous donne une belle opportunité de se faire voir. On fait même des petits toutous, parce que là, je les amène au Vieux-Port parce qu'ils sont populaires là-bas. Avec les touristes. Oui, c'est ça. Mais avec les gens ici aussi, mais ils vont les faire avec leur manteau, par exemple. Tu sais, si on raccourcit un manteau, bien là, on a de la matière. Bien là, les gens vont décider, ils vont peut-être faire des petits toutous parce que ça fait des cadeaux pour la famille qui ont une valeur sentimentale, parce que les manteaux ont des valeurs sentimentales, en fait, généralement. Les défilés de mode internationaux, c'est relativement nouveau, mais nous, on organise souvent des événements. On fait des défilés de mode à chaque année pour présenter nos collections. Puis en même temps, on aime ça, l'organisation de ces événements-là. Ça aussi, c'est un peu la technique du feathering qu'on a vu tantôt, mais on a mélangé deux couleurs ensemble. Les deux, c'est du renard argenté, mais il y en a un qui a été teint. Au moins une fois par année, on fait un défilé, entre autres pendant la semaine de la mode de Montréal en septembre. J'en organise moi-même avec une équipe, puis on s'occupe de trouver toutes les parties prenantes, que ce soit les mannequins, l'emplacement, les traiteurs. Ensuite, les gens qui peuvent venir assister, ben c'est sûr que si les gens nous suivent sur les réseaux sociaux ou qui s'abonnent à notre infolette, on envoie toujours les invitations. Puis c'est notre communauté qui vient à nos événements. Puis à chaque fois qu'on fait un nouvel événement, on a toujours de plus en plus de participants. Souvent, quand c'est un événement que nous, on organise, c'est notre défilé à nous, mais on a déjà participé à d'autres défilés où il y avait d'autres marques qui présentaient en même temps. Ce que j'aurais à donner comme conseil à un entrepreneur qui veut se partir en affaires, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent prendre leur retraite puis qui n'ont pas de relève. Donc, de partir avec une entreprise existante, il y en a plusieurs qui sont à vendre. Il faut faire des recherches, mais ça permet de partir avec une base qui est plus solide. Je dirais que le plus grand défi en entrepreneuriat, c'est que même si on est formé à l'université pour être entrepreneur, la réalité puis la théorie sont complètement différents. On travaille avec des humains. À l'école, ils nous apprennent comment gérer la comptabilité, comment faire des plans d'action. Mais dans la vraie vie, on a des clients, on a des employés, on a des fournisseurs. Fait que c'est une grosse partie de la gestion d'entreprise, c'est de la psychologie, je dirais. Donc ça, je l'ai appris, puis je l'apprends encore. Ce que j'aime le plus dans mes journées d'entrepreneur, c'est que je fais pas la même chose à tous les jours. J'aime avoir des projets, puis après ça, les concrétiser, de prendre une idée puis de la mettre en application avec mon équipe, puis après ça, de voir le résultat final, que ce soit créer un vêtement de A à Z ou organiser un événement. Je dirais que mes plus grands succès, c'est à chaque fois que j'ai acheté une entreprise différente, ça m'a permis de restructurer puis de nous améliorer. Donc, je suis vraiment fière de regarder de où je suis partie avec ma première entreprise en 2021 avec une employée. Maintenant, on est rendu 7. Donc, c'est vraiment de voir l'évolution qu'on a en équipe. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est une façon de réaliser mon rêve. J'ai toujours voulu être entrepreneur, puis j'ai l'impression que ça me permet d'exposer ma créativité, puis de partir avec quelque chose qui est à moi,
puis de le grossir tranquillement, puis de le voir évoluer. C'est pas facile à tous les jours. Des fois, je me dis que ce serait plus facile d'aller travailler dans une entreprise, puis de faire 9 à 5, puis d'arriver chez moi, puis pas avoir de tracas, puis de retourner travailler le lendemain. Mais je suis tellement passionnée par la création, puis par voir grossir mon entreprise que c'est ça l'entrepreneuriat pour moi. C'est de voir l'évolution de qu'est-ce que je suis capable de créer.